Bonjour, bonsoir. C'est bien ici la révolution Docker. Donc, c'est la présentation qu'on va faire avec Nicolas. Je m'appelle Ludovic Champenois, je travaille chez Google. Je ne travaille pas à Paris, ça c'est le bureau de Google Paris, c'est la décoration de l'étage des ingénieurs, mais je travaille à San Francisco. Et à côté, vous avez les bureaux de CloudBees avec Nicolas. Donc il est parti prendre un café à 1h et il n'est toujours pas revenu. Je ne sais pas, c'est peut-être la pause syndicale, mais j'espère qu'il va arriver à l'heure pour la présentation. Camarades travailleurs, révoltez-vous! Dites non à la virtualisation, nous voulons des solutions concrètes! Il est temps que les choses changent! Dites non à cet obscurantisme américano-libéral! Sécurité, sécurité, vite! Donc, là j'ai un vrai micro. Donc effectivement, je travaille chez CloudBees, des fois, et j'aime bien faire le con, des fois. Souvent, c'est vrai. Alors, hop, je me déchapeaute. Donc, de quoi va-t-on vous parler ce soir? Cet après-midi, selon vos habitudes. Parce que vous savez, à 18h, on arrête de lire ses mails, hein, c'est bien connu. On va vous parler de Docker. Il y a déjà eu plusieurs présentations sur ce sujet. Qui ont plutôt présenté les côtés techniques de Docker. Nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est justement ce que ça change pour vous, développeurs, utilisateurs. On va vous montrer comment ça va s'introduire dans votre outillage de développement, d'intégration continue, de mise en production, et typiquement un déploiement sur une vraie production prête pour Docker. Donc, quand on parle de virtualisation, il y a plusieurs éléments clés. Le premier, c'est ce qu'on appelle les hyperviseurs type 1, les choses qui marchent sur de la tôle et des boulons. Donc c'est typiquement ce qu'on retrouve avec Xen. Donc c'est vraiment les IaaS. On a aussi les hyperviseurs de type 2, c'est typiquement ce que vous avez quand vous avez un VirtualBox. Alors si vous avez eu l'occasion de travailler avec Vagrant ou des choses comme ça, vous savez que bon, d'accord, c'est pratique pour reproduire un environnement, mais c'est pas vraiment instantané, quoi. Ou VMware, ou Parallels. Des choses de ce type-là. Oui. Et puis on a un concept qui en tout cas pour le développeur Java, est assez nouveau, c'est ce qu'on appelle les conteneurs. Alors c'est un truc un peu bizarre. On peut traduire ça parfois par isolateur, parce que ce n'est pas de la virtualisation comme on l'a avec un VirtualBox. On a évidemment le matériel, un OS, et puis on a directement des espèces de boîtes étanches dans lesquelles on va pouvoir exécuter des groupes de process qui, vus du point de vue de l'autre, sont simplement un ensemble de process qui tournent, qui sont complètement étanches les uns par rapport aux autres. Et puis on a un logiciel de contrôle, donc dans le cas de Docker, c'est le démon Docker, qui va nous permettre de contrôler ces différents isolateurs, de les démarrer, de contrôler leur état et de les faire interagir entre eux si on le désire. Donc tu es en train de dire que je peux avoir 50 containers qui tournent dans une seule VirtualBox? Sans problème. C'est étonnant. Il faut quand même une machine un petit peu taillée pour, mais ça ne pose pas de problème. Alors, on vous parle d'isolateur, donc je vous mets juste une liste un petit peu pour donner une idée de ce qu'on entend par isolation. Ça veut dire que vos ID de process vont être complètement indépendants, vos interfaces réseau, vos droits, tout ce qui va être communication interprocess, tout ça va être isolé entre différents containers. De manière plus générale, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Vous êtes sur votre île déserte, vous faites ce que vous voulez dedans. C'est où? Ça, c'est Quiberon, pour ceux qui veulent faire un petit peu de tourisme. Donc globalement, voilà, vous êtes tout seul, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas embêté par les autres, et potentiellement des autres, comme tu disais, il peut y en avoir beaucoup. Mais je ne comprends pas. Donc 50 process qui tournent dans VirtualBox, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu n'as pas assez de mémoire, ni assez de CPU. Ah, c'est là qu'ils sont très malins. Parce ça doit booter très lentement. Toi, tu as gardé l'habitude de lancer 50 Vagrant et 50 Virtual Machines, donc autant d'OS complet à démarrer, autant d'empreintes mémoire, autant de initd qui essayent de démarrer des tas de choses dont tu ne te sers pas. Là, en fait, tout ça, c'est partagé au niveau de l'autre, si tu les as installés, évidemment. Et dans ton conteneur, tu vas mettre juste ce que tu veux. Les quelques librairies dont tu as besoin, ton runtime, ton application, c'est tout. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ces conteneurs. Le terme LXC est maintenant bien connu. Ça existe aussi sur BSD avec les Jays. Ça existe sur Solaris avec les zones. Qui a fait du Solaris Zone Et alors, c'était bien? Parce que j'ai essayé, mais c'était tellement compliqué qu'il n'y avait que Koshuke qui arrivait dans notre équipe. Mais il y arrivait quand même.
en 2000 et quelques. C'était vraiment impressionnant. Bah, chez Google, vous avez aussi quelque chose dans ce genre-là. Donc, ouais, chez Google, il y a un truc qui s'appelle LMCTFY, c'est Let Me Contain That For You. C'est en fait, ça a été mis en open source il y a quelques mois, 5-6 mois, et en fait, c'est les containers internes de Google, la technologie interne qu'on a développée, qu'on a mis en open source. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, bon, je travaille dans le produit qui s'appelle App Engine, et App Engine a été lancé en 2006, et App Engine, en fait, en 2006, utilisait déjà des containers pour tourner vos process, mais ça, on ne pouvait pas en parler à l'époque 2006, 2007, 2008. Donc, LMCTFY, c'est une couche assez basse qui peut remplacer Elixir, qui va être intégrée dans Docker. En fait, les premiers pull requests ont été faits il y a à peu près 4 semaines à San Francisco. J'étais là, live, où il y avait l'équipe Google et l'équipe Docker qui commençaient une collaboration. Alors, dans le cadre d'OS X et Windows, donc typiquement, ce genre de poste de développement que vous avez, si vous ne faites pas partie des bienheureux qui sont sous Linux, vous dites, eh ben, moi et moi. Donc, il n'y a pas de solution native de containerisation sur ces environnements, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser Docker. Là, par contre, vous aurez un VirtualBox qui tourne, avec Boot to Docker ou Debian to Docker, peut-être un jour, qui vous fournit un environnement équivalent, donc ok, une VirtualBox, mais par contre, dedans, vous faites ce que vous voulez, comme si vous étiez dans un environnement ready for Docker. Alors, Docker, en fait, se base sur ces technologies de containers. Ils l'admettent eux-mêmes, ils ont simplifié, productisé tous ces aspects-là qui sont quand même très techniques. Donc on a une interface qui est extrêmement simple pour construire, démarrer, gérer des conteneurs, mais moi j'y arrive. Bah, même moi aussi j'y arrive et c'est hallucinant, quoi. Alors que bon, c'est vrai que le Elixir, moi j'ai vu le fichier de conf d'Elixir, j'ai jamais trop compris. Ils ont quand même fait quelque chose qui va un petit peu au-delà. Ils gèrent la construction des images Docker. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se balader systématiquement avec des grosses images binaires, on a cette possibilité de les construire avec une méthode déclarative. Et puis, ils gèrent la distribution de ces images, ce qu'on appelle un index. Et ça, c'est quand même pratique, effectivement. C'est l'équivalent, pour ceux qui adorent Maven, d'un repository. Là, on a la même chose pour les images Docker. Vous poussez une image publique sur un repositoire public et vous pouvez la consommer n'importe où en faisant un pull sur votre Mac ou sur un environnement cloud. L'intérêt du Dockerfile, je pense que c'est assez intéressant, c'est une recette pour fabriquer votre image. Et chaque ligne du Dockerfile, en fait, c'est équivalent à un git commit. C'est-à-dire vous construisez votre image de manière incrémentale. Et en fait, l'image finale est une addition des étapes intermédiaires pour fabriquer votre image. Ce qui veut dire que si vous refaites un build, en fait, vous pouvez bypasser toutes les étapes qui ont déjà été committées avant, si vous changez que les dernières lignes de votre Dockerfile. Donc c'est vraiment optimal, au niveau même développeur, c'est vraiment bien foutu. C'est pas techniquement du Git, mais ça ressemble énormément. On a des hashes, effectivement, de chaque opération de construction de l'image. Alors, on vous a prévu... Attends, non, là, je vais me faire virer. Laisse-moi commenter. Attends, je suis américain. Ah oui, c'est vrai. Et alors? Non, attends, je pars là, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, écoute, t'aurais pu prendre une autre image quand même. C'est quand même pas les deux tétons qui te posent problème. Bah, c'est de l'art, ça, monsieur. C'est qui? C'est Delacroix. Delacroix, bah écoutez, on va y aller. Enfin, là, on va y aller quand même. Alors, donc, révolution. Ce que je vous ai dit, c'est OK, ils ont pris ce qui existait, ils l'ont fait un peu mieux. Révolution. Alors, pendant ce temps-là, dans une autre conférence, qui s'appelle anotherconf.com, il y a quelqu'un qui vous présente Docker avec ces slides qui sont ceux officiels de Docker, où on vous dit, voilà, vous avez plein de choses à déployer, des environnements, des middleware assez différents, et puis vous avez plein d'environnements cibles qui peuvent être extrêmement différents, il y en a certainement que vous ne connaissez pas encore. Et puis, dans chaque cas, il faut mettre une solution. Et donc évidemment, là, on s'arrache un peu les cheveux, jusqu'à ce que Docker arrive. En fait, ils font juste le parallèle avec ce qui se passe dans le transport de marchandises. C'est qu'on met tout dans une grosse boîte en métal qui a une dimension standard, qu'on peut mettre en gros paquet sur des bateaux, sur des camions, sur tout ce qu'on veut, et qui du coup permet d'aller très vite, à très faible coût. Donc tu es en train de me dire que je peux faire un container avec Java 2, Java 3 ou Node.js. Tu peux mettre Java 1.0 si tu veux. 1.0 si tu le trouves. Ouais, tu vas peut-être le retrouver. Et donc ils tourneront tous dans la même VirtualBox sur mon Mac. Comme s'ils étaient tout seuls sur leur île à Quiberon. Intéressant. Et là, tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler, je
sais pas, write once, run anywhere, par exemple. Oui, enfin, C'est sympa comme slogan. C'est quelle plateforme qui avait déclaré cette... Hein, non, je sais pas, c'est un truc super récent, là, parce que j'ai c'est pas un entendu truc parler. Moi. Sun Microsystem, je crois, oui. Ah, c'est une petite start-up, peut-être, en Californie. Ouais. Non, c'est vrai qu'on peut se poser un peu la question, parce que bon, on nous l'avait déjà faite, celle-là, quand même. Hein. Alors, moi, quand même, jusqu'ici, moi, je m'étais dit, ouais, c'est génial, Java, je run anywhere. Enfin, bon, je run du Java, certes. Et, franchement... quelle autre plateforme tu as besoin Alors, c'est vrai que, bon, je fais une application qui s'appelle Jenkins, ça tourne sur du Linux, sur du OS X, sur du Windows, sur de l'AIX, sur plein... Enfin, l'AIX, quand même pas, faut pas déconner. Enfin, sur plein de trucs, quoi. C'est run presque anywhere, quoi. Mais elle n'est pas écrite en PHP non, c'est vrai. Ah. C'est vrai, on l'a pas fait en PHP, oui. Je dois avouer, ouais. Bon, moi, en même temps, je dois reconnaître que j'ai une petite préférence pour les environnements Linux. Je suis moins emmerdé en général, quand même. En particulier, c'est vrai que, bon, moi, j'aime bien faire des petits trucs un peu sympas, genre accéder à des fichiers, créer un lien symbolique. Alors, vous me direz, ouais, depuis Java 7 et tout, on peut faire des liens symboliques, c'est génial. C'est nouveau. C'est la version majeure numéro 7 du langage qui permet de faire des liens symboliques. Et donc là, en fait, le nouveau file system dont tu parles, c'est quoi alors? C'est le Linux file system? Ouais, moi je trouve qu'il est pas mal, le file system à la Unix en général, j'ai pas trop de surprises avec. Il est portable assez? Jusqu'ici, je n'ai pas été trop embêté, je dois reconnaître. Hein. Ok. Sinon, il y a toute cette magnifique implémentation qui vous dit oui, en fait, cette API, si vous ne passez pas explicitement un char 7, machin, eh ben, va prendre le système default. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des petits problèmes d'encoding sur des flux ou des fichiers ou des... Non, c'est portable. Écoute, c'est portable quand même. Oh, pardon. Non. Et puis bon, c'est vrai quand même, Java 8 est sorti, ça y est, on peut manipuler des dates, des times, c'est chouette. Moi, je suis assez content avec ça. Ouais. On remarquera que... Et la commande date dans Linux, c'est date de 1er janvier 1900, un truc comme ça. Oui, non, à peu près. 1980. Puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est pas avoir trop de merde sur mon environnement de production. On était capable de restreindre à juste ce qu'il faut. Oui, mais il y a les profils, les Java profils. Ah oui, c'est vrai, ça c'est génial, ça. Ouais. Là, je peux retirer Corba de ma... finalement, ou Swing. Oh, c'est quand même, ou RMI. Ça, c'est quand même chouette, je trouve. Ouais. Donc, c'est très, très modulaire. Ouais. Bon, c'est vrai que sinon, il y a le Dockerfile qui est pas mal aussi. C'est assez pratique, il faut reconnaître. Le Dockerfile, il est bien parce que effectivement, tu n'installes que ce dont tu as besoin par rapport au delta de l'image dont tu hérites. Donc, par exemple, tu dois éviter d'installer OpenSSL si tu n'en as pas besoin, quoi. Donc, ça t'évite de le patcher. En catastrophe. Puisque si tu l'as mis et que tu ne l'utilises pas... S'il y en a parmi vous qui n'ont pas patché leur OpenSSL, je vous laisse... Alors, Round 6, mon préféré. Maven. Oui. Tu as écrit un livre sur Maven. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qui est maintenant open source disponible sur GitHub, fin de la pub. Non, c'est vrai que Java ne propose rien en termes de packaging. Donc on a Maven, on peut faire des packages natifs. C'est vrai, c'est sympa. Puis si on fait autre chose que du Java, du Node, du PHP, ou des trucs comme ça. Du Python, il y a des package managers pour Python. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas super facile à distribuer tout ça, quoi. Non, il faut les installer. C'est dur à installer sur Mac, sur Windows, c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, c'est plus simple de l'installer dans un container Docker pour l'utiliser partout. Okay. Round suivant. Le multitenant. Donc le multitenant, il devait être dans Java 7, dans Java 8, dans Java 9, qui sait, ou 10, ou 11, et on en a discuté avec Rémi Forax, qui est d'accord avec nous, on lui a quand même demandé son avis avant de mettre cette photo. Bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire le tour de la question. Il n'y a pas de round 8 parce que je n'avais pas d'image. Round 9, les streams en Java 8, le fork join, tout ça, moi j'adore. C'était super la présentation de José hier. Moi j'ai appris plein de choses et j'aime bien les API. Ah ouais, moi je suis très big data, tout ça. J'ai envie de faire du MapReduce, je vais lancer plein de threads qui calculent tout là, ça va être génial. Donc après, il y a des problématiques de oui, mais j'ai besoin de 100 000 threads parce que j'ai 4 terabytes de données à traiter. Du big data quand même. Hein, et une pauvre petite GVM avec même 32 corps, elle va quand même avoir du mal quand même, non? Oh, tu crois? Je sais pas. Bon, sinon, je vais prendre une grosse machine. C'est comme ça qu'on fait toujours quand on a un problème de performance. On prend une plus grosse machine. Donc un truc à $1 million. Oui. Il y a un vendeur qui le vend, très bien, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de 100 000 et un threads? Alors,
Tu achètes une deuxième boîte. boîte. Mais toi, tu es toujours désagréable. Ah, non. Non, mais donc là, le point, c'est peut-être mieux de commencer à penser en fait à utiliser des petits containers qui communiquent entre eux ou qui arrivent à lire des données de manière séparée et participer à une grosse MapReduce. Et en fait, chez Google, ça fait depuis, je sais pas, 2004 que c'est comme ça que chaque MapReduce qui s'exécute tourne en utilisant des milliers de corps dans les data centers. Bon, je crois qu'on vous a bien fait comprendre que, bon, c'est sûr, Java résout certains problèmes. Maintenant, Java ne résoudra pas tous les problèmes. Mais Java tourne dans Docker quand même. Ouais, il paraît. Je sais pas. Quand même. Non, si. Non, je pense qu'il tourne très bien. Faudrait vérifier quand même. Hein. Non, ouais. T'es sûr que c'est certifié par Oracle et tout? Bon, on va essayer. Hein. Bon. Alors pour de vrai, parce que pour l'instant on blablate beaucoup, les nouvelles pratiques que va vous permettre Docker, c'est entre autres d'avoir une vraie portabilité dans tous vos environnements. Alors votre production, évidemment, c'est pas forcément la plus facile à faire évoluer, mais en tout cas toutes les étapes amont, ce qui va être le test, reproduction de bugs et tous les environnements qui vont avec, vous allez pouvoir bénéficier de Docker, et si vous avez un peu de bol et que ça peut aller jusqu'à la fin de la chaîne, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement fluide. Donc la fin de la chaîne, c'est la prod qui tourne pour de vrai. C'est Amazon, c'est CloudBees, c'est Azure. Voire même Google, pourquoi pas. Bon, on ne sait jamais. Tu nous montreras ça tout à l'heure. Donc là, c'est typiquement des problématiques de DevOps. Moi, je suis sur mon poste de dev, j'aimerais bien pouvoir reproduire l'environnement de prod, et puis surtout utiliser les mêmes méthodes que ma prod pour avoir quelque chose qui soit représentatif. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire typiquement avec du Jenkins. Alors, je l'ai pompeusement appelé Continuous Delivery parce que malheureusement, je n'ai pas réussi à faire exactement tout ce que je voulais. C'est en cours de développement, comme on dit. Vous pouvez voir ça sur mon blog si ça vous intéresse. Donc ici, j'ai un magnifique Jenkins. J'ai un premier job qui sert tout simplement à builder une image. C'est quand même un peu la base. Donc, s'il veut bien, peut-être qu'il veut bien, le calostrer pour moi. Voilà. Donc j'ai tout simplement un Dockerfile que j'ai dans mon repository, ici c'est directement le file system, et j'ai une super commande ici qui consiste à aller builder l'image correspondant à ce Dockerfile et la taguer endof Jenkins slave. Donc je construis un slave Jenkins dans lequel, par exemple, j'aurais été récupérer quelque part le JDK 8, donc là je l'installe avec mes petites mains, tout simplement. Je vais récupérer le local et je vais le monter dans l'image Docker. Donc voilà, rien de bien folichon. Je lance le build, et alors si ça veut bien démarrer, ça arrive. Ce qui va être intéressant ici, c'est ce dont on voulait parler tout à l'heure, c'est le côté incrémental de ce build. C'est-à-dire que, étant donné que les différentes étapes de construction se basent sur les SHA-1, enfin les empreintes de chaque commande que j'ai voulu exécuter, lorsqu'il veut s'exécuter, on va pouvoir voir, il va réutiliser l'étape précédente. En fait, il fonctionne avec un mode incrémental sur les images. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, je pars d'une Ubuntu, je l'ai déjà. Je lance une commande maintainer qui n'a pas un grand intérêt. Je crée un répertoire, il a déjà le commit correspondant, et ainsi de suite. Donc finalement, il n'a pas fait grand-chose, et il me tag mon image. Donc c'est pareil qu'un Maven build, en fait. Tu ne reconstruis que ce qui. C'est vrai que quand tu fais un Maven build la première fois, si tu le lances une deuxième fois, il ne retélécharge plus rien. Souvent, moi, je fais souvent Maven clean build pour être sûr, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent. Alors, cette image qui m'a construit, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que du coup, je vais pouvoir, s'il veut bien, je vais pouvoir l'utiliser pour définir un esclave Jenkins. Donc, je vais pouvoir monter un build dessus. Bon, il n'a pas l'air de vouloir le finir, tant pis pour lui. Donc là, j'ai un deuxième job qui va construire mon projet, dans lequel je vais utiliser cette image. Donc j'ai configuré un esclave que j'ai appelé Docker Slave. J'utilise le plugin Docker qui dit ce slave-là, il utilise l'image Docker pour avoir un slave. Ça suppose que cette image, elle a un serveur SSH pour que Jenkins puisse y connecter. Il y a un certain nombre de prérequis de ce type-là. Et donc effectivement, je fais un with Java UPA et normalement ça me fournit, je vais vous montrer le résultat puisqu'il a l'air d'être un peu à la ramasse. Ça me fournit simplement, ça s'exécute dans mon image Docker et j'ai effectivement la JVM que j'ai installée dans mon conteneur, que je n'ai pas en local. Parce que Java 8, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de jouer avec. Et ce que j'ai essayé de mettre en place, oui, décidément, il veut pas, c'est en gros de fusionner ces étapes. Parce que bon, si à chaque fois que je veux changer quelque chose dans mon environnement de build, je dois reconstruire une image, reconfigurer un nouveau slave Jenkins pour pouvoir lancer mon job, bon, ça va être marrant 2 minutes, mais on va se lasser. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est de me dire, moi j'ai un projet, là je serais censé avoir un peu de code source et des choses à faire.
je vais avoir un script qui sert à builder, et puis je vais avoir un Dockerfile qui définit ce dont j'ai besoin pour construire l'environnement de build. Donc là, c'est une démo qui fait strictement rien, mais c'est là que je dirais, moi j'utilise telle version de JDK, j'utilise telle version de Maven, j'utilise telle version de Node. Je fiche complètement mon environnement de build. Et donc s'il veut bien être... Alors comme vous pouvez le constater, j'ai eu un petit peu de mal à mettre au point ce plugin. Et s'il veut bien, il va récupérer d'éventuelles modifications que j'ai fait dans GitHub si le Wi-Fi veut bien passer. Démarrer l'image correspondante. Wi-Fi est tout là. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer le log de la précédente, puisque tout à l'heure ça voulait bien marcher. De toute façon, c'est la même. Donc en gros, il fait l'empreinte de mon Dockerfile pour savoir s'il a déjà quelque chose qui correspond, et il lance un container. On a le Docker Run ici, et il va juste monter le workspace Jenkins à l'intérieur du conteneur, à un emplacement prédéfini, var workspace. Donc mon build.sh, il fait hello devox, et puis il me montre ce qu'il y a dans le répertoire var workspace. Donc j'ai bien effectivement le checkout, le clone Git dans lequel je vais pouvoir faire mon build alors que je suis dans un container. Alors là, c'est pas super flagrant, ça démarre vite, mais effectivement, on a une très grande souplesse par rapport au container qui font qu'on peut lancer un process comme ça très très facilement. Donc les étapes suivantes, si j'y arrive, ça va être que ça va pouvoir prendre en charge l'intégralité de votre build, pas justement un shell script. Donc il y a clairement encore pas mal de choses à faire autour de ces problématiques d'intégration. Déployer des environnements dans Docker, déployer des applications en tant qu'étape de build dans un environnement qui va vous permettre de faire des tests fonctionnels, enfin, toutes ces étapes-là, et progressivement, du coup, être capable de piloter jusqu'à la construction de votre image qui va être prête pour la production. Tu prends la suite ? Production, oui, c'est moi, oui. Alors, on va voir si ça présente en continu. Loading, voilà. Donc, je vais parler un petit peu de comment on peut utiliser Docker dans l'environnement de la plateforme cloud de Google. Ça fait un petit bout de temps qu'on visite et qu'on parle avec les gens de Docker à San Francisco. La première fois que je les ai vus, c'était au mois de juin l'année dernière. Ils étaient en 0.4 ou 0.5. Et on essaye de participer dans la communauté Docker qui est un des projets GitHub les plus gros maintenant sur GitHub. Je crois que c'est le deuxième. Et il y a plein de projets périphériques, dont un qui s'appelle Boot2Docker, qui permet de mieux travailler, par exemple, sur Mac avec VirtualBox. Donc, en fait, c'est un environnement qui se connecte au command line de VirtualBox et qui pilote entièrement la création d'une VM qui va hoster les containers et de configurer le network pour que tout va bien. Donc, une des contributions qu'on est en train de faire sur Boot2Docker, c'est de réécrire le shell script qui, malheureusement, ne s'exécute pas très bien sur Windows. On le réécrit en Go, comme ça, le binaire Go pourra travailler en binaire mode Mac, si vous voulez, et en Windows. Donc, ça aidera une grosse communauté de développeurs qui ont du mal à travailler avec Windows. C'est, je ne sais pas, peut-être pas malheureusement, mais c'est une grosse plateforme pour les développeurs actuels et donc ça les bloque pas mal. On commit aussi dans un autre GitHub repository, donc tout ça c'est complètement open source, qui s'appelle Debian2Docker, qui est en fait peut-être qui va être intégré dans Boot2Docker. Boot2Docker, c'est une petite image d'un OS qui fait 20 mégaoctets et qui boot en quelques secondes. Debian2Docker, c'est basé sur la distro Debian, mais c'est une image c'est un OS qui fait 50 MB. Par contre, il bénéficie de tout de l'écosystème de Debian, des patchs et de tous les packaging que vous voulez pour avoir le core OS qui va hoster vos containers, quoi. Donc là encore, on travaille avec Debian2Docker pour que ça marche bien dans la plateforme Google Compute Engine. Et en fait, un des buts qu'on a avec ce Debian2Docker, c'est que ça soit un des meilleurs environnements de test et de déploiement pour vos Docker containers qui tournent dans des VM hostés avec Compute Engine. Autre truc que l'on fait, c'est bien sûr
quand vous déployez un container, enfin une image que vous avez créée, souvent ça contient votre code qui n'est peut-être pas open source, donc vous voulez peut-être pas mettre cette image dans un index public d'images parce que votre concurrent pourrait downloader l'image, faire un run de l'image, faire un SSH dans l'image et voir le code qu'il y a dedans. Donc là, on a travaillé sur un port du Docker Registry et en fait, on le fournit en tant que Docker Container. Donc c'est un bootstrap assez intéressant. Ça veut dire que c'est très facile à installer sur votre Mac. Et quand vous pushez sur ce Docker Registry, que vous installez en tant que container sur votre Mac, il va écrire les images dans votre projet sécurisé de Cloud Platform pour Google. Donc on va utiliser Cloud Storage pour stocker cette image de manière entièrement sécure. Donc là, seuls les VM qui font partie de votre projet Cloud Platform pourront accéder via le même mécanisme, le même mécanisme qui est de booter le registre local, de faire un pool sur un localhost qui est connu dans votre projet Cloud Platform et l'avoir dans l'environnement sécurisé de Google. On va pousser de plus en plus d'images publiques dans le Docker Repository public, donc on va les voir dans très peu de temps. On a aussi contribué, j'en ai déjà parlé un petit peu, à des couches bas niveau dans Docker qui vont permettre de définir dans un environnement Docker en disant oh, je voudrais que ce container n'utilise que 30% de la CPU parce que s'il prend plus de 30%, les autres ne vont pas être très, très contents. Et celui-là va prendre que 50% de la mémoire. Donc avoir un contrôle beaucoup plus fin de l'environnement d'exécution Docker sur les termes des ressources et de disponibilité de la plateforme cloud. Donc ça va être intéressant. Donc ça va arriver petit à petit, mais les premiers pull requests ont été faits il y a quelques semaines. Et puis, App Engine Managed VM, si vous venez demain à mon talk sur App Engine, le futur, en fait, on est en train de travailler énormément, en train de combiner App Engine avec Compute Engine, et bien sûr, on va réutiliser beaucoup de technologies Docker ici. Donc, un petit diagramme qui est dans le lien ici que vous pouvez voir, c'est que il y a 2-3 semaines, je suis tombé sur cette présentation qui parlait de mon produit qui s'appelle App Engine, en fait, et je ne savais pas que c'était public. Donc là, je peux en parler vu que ça a été, cette présentation a été publique il y a quelques mois. Donc en gros, effectivement, depuis 2006, la techno interne de Google est entièrement basée sur des containers. Et donc, le LMCTFY, c'est un petit peu la technologie interne qu'on essaye de pousser maintenant en externe pour que ça soit utilisé partout, y compris dans votre Mac quand vous ferez tourner une future version de Docker, si vous voulez. Donc, quelques liens qu'on va essayer de voir en ligne. Donc voilà, là c'est la page index de Docker, où vous voyez qu'on a... Pour s'amuser, on a publié une image MySQL. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'équivalent de Cloud SQL dans la plateforme. Et si vous voulez tester simplement un vrai environnement cloud, mais sur votre Mac, bah, vous pouvez rajouter un container basé sur cette image pour éviter d'installer MySQL, qui est souvent compliqué à installer, pour moi d'abord. Entre Windows, entre Mac, entre Linux, c'est toujours compliqué de l'installer. Là, il est prédisponible. Deuxième image qu'on a mis, c'est ce qu'on appelle le Cloud SDK, qui est l'ensemble de tous les outils de Google Cloud qui sont intégrés dans un seul SDK. Par exemple, le App Engine SDK va migrer vers le Cloud SDK dans très peu de temps. Et l'intérêt de ce Cloud SDK, c'est de pouvoir s'enregistrer en mode command line sur un projet Google Cloud. Donc vous loguez une seule fois. D'ailleurs, on peut regarder la doc. Vous loguez une seule fois en exécutant cette image et en exécutant la commande qui s'appelle gcloud hot login. Donc là, vous faites
une séquence basée sur la sécurité pour vous identifier sur votre projet Google. Et une fois que vous faites ça, en fait, vous le stockez dans un volume Docker que vous pouvez réutiliser après dans d'autres Docker containers. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de vous loguer une deuxième fois. Donc c'est un petit peu l'équivalent du point SSH dans votre Home Directory. Ça stocke les clés publiques pour se connecter après dans d'autres repositories ou d'autres images. Donc là, l'intérêt de la deuxième image, qui est le Docker Registry, en fait, vous vous loguez une seule fois, donc ça, il faut le faire une seule fois. Vous prenez le registry, très simple, pool Docker Registry. Et là, quand vous le tournez, vous êtes obligé de dire dans quel Cloud Storage Bucket vous voulez le stocker. Et vous remettez votre adresse email, mais ça, on va le supprimer dans peu de temps parce que c'est redondant. Et en fait, vous lancez un Docker Registry. Donc, il va tourner en démon, et là, il sera là pour attendre soit des pulls, soit des pushes d'images. Et même si vous le faites tourner localement sur votre Mac, ce container, en fait, quand vous faites un push, il va pusher l'image sur le cloud storage dans le cloud de Google pour votre projet, de telle sorte que toutes les VM, que ce soit une VM ou 10 000 VM qui font partie de ce projet, puissent faire l'inverse, qui est un Docker pool dans le container. Donc ça, c'est vos images privées. Personne d'autre peut les voir que les membres autorisés à utiliser votre projet Google. Donc ça aussi, c'est un truc qui est sorti, quand il est sorti le 7, le 2 avril, donc c'est vraiment récent. Alors, comment je retourne sur la doc? Là, voilà. Donc, autre lien. Oups. Perdu. Alors, Q. Je suis. C'est avant? Non, c'est après. On l'a pas fait dans l'ordre. On va faire celui-là. Avant ou après? Non, on peut le prendre là. Okay. On va les refaire. Donc là, ouais. En fait, dans les pratiques justement que tu vas pouvoir peut-être montrer justement sur la démo après App Engine, ce que va changer Docker, c'est que la façon dont aujourd'hui on déploie une application Java, c'est souvent ça. C'est un war et un doc. Et c'est rarement considéré comme un livrable acceptable par vos équipes de prod. Alors que là, on va avoir quelque chose que vous pouvez facilement utiliser, vous, sur vos postes de dev, pour avoir un environnement exploitable en tant que développeur, faire tester des choses et éventuellement venir débugger ce qu'il y a dedans, et que vous allez pouvoir passer à votre prod. Donc c'est quand même tout d'un coup, on a quand même un langage commun, c'est pas désagréable. On va aussi, en tant que développeur, ne pas se faire imposer des contraintes des ops et réciproquement. C'est-à-dire typiquement que vos logs, vous allez les mettre dans var logs, on va vous poser plus de questions, et votre admin va lancer Docker en montant ce répertoire sur un volume à lui qui va être backupé ou des choses comme ça, qui peut être un disque distant. Donc, vous n'avez même pas besoin de savoir comment est gérée votre plateforme de production lorsque vous construisez vos images. Donc, volume, c'est une commande Docker qui permet de mapper le monde interne avec le monde externe. C'est une commande de votre Dockerfile. Hop, là je vais un peu vite. De la même manière, tout ce qui est les problématiques d'upgrade de version. L'objectif de Docker, du coup, c'est de proposer pour vos équipes Ops, des environnements minimum, juste ce qu'il faut pour pouvoir lancer des conteneurs Docker. Donc il y a effectivement Boot2Docker que vous pouvez utiliser sur vos postes de développement pour faire joujou avec Docker. Et eux vont plutôt avoir des plateformes peut-être un peu plus mûres, en tout cas taillées justement pour ces environnements de production. Typiquement, il y a le projet CoreOS dans cette catégorie-là. Et des problématiques d'upgrade de version, donc par exemple, si vous avez des petits soucis avec OpenSSL, au lieu de dire on va mettre tout le monde en astreinte un dimanche, 4 équipes projet et des choses comme ça, avec un gros pincement au cœur, c'est le cas de le dire, pour faire un upgrade de la plateforme, ça va consister à dire écoutez, vous avez 24 heures pour fournir une image à jour de votre produit, et on la redémarre au moment où vous, pour votre application, c'est le moins contraignant. Peut-être effectivement vous allez quand même passer une mauvaise nuit, mais en tout cas, si pour X raisons c'est plus simple pour vous de redéployer aux heures ouvrables, et ça ne pose pas de problème. Tout le monde ne subit pas les mêmes contraintes au même moment.
Dans le même genre, en termes plutôt d'architecture, ce que va vous permettre Docker, c'est d'éviter le gros mastodonte, l'application monolithe, parce que justement, comme on ne sait pas fournir un package aux ops, on a tendance à leur fournir un war avec tout dedans, voire un truc pire, un EAR. Oh là, oui. Il faut vraiment en vouloir. Il y a un principe d'architecture qu'on appelle les microservices. C'est en fait de décomposer vos applications en modules très focalisés sur une partie de votre métier, sur un domaine restreint, et puis de faire communiquer tout ce petit monde. D'ailleurs, si vous venez demain à la présentation sur App Engine, en fait, on utilise le Earfile Management, mais en fait, c'est Docker Container. Typiquement. Donc, le Earfile, c'est simplement pour utiliser les IDE. Alors, si le thème vous intéresse, vous cherchez sur Internet Java The Unix Way, qui consiste effectivement à dire on va essayer de faire comme Unix. On a des petites commandes très spécialisées qu'on chaîne les unes avec les autres. Alors, par contre, évidemment, il va falloir communiquer tout ce petit monde. Et là aussi, le Dockerfile, le Docker va vous aider, puisqu'il est capable, lorsque vous démarrez un conteneur, de dire celui-là, il est lié à tel autre. Donc, si vous allez avoir un conteneur avec votre base de données, vous allez avoir un conteneur avec votre back-end, un conteneur avec votre front-end, un conteneur avec votre load balancer, peu importe. Et vous allez lier tout ce petit monde entre eux. Chacun a son propre quota, a ses propres restrictions au niveau de la plateforme, et dans son petit monde isolé, et donc est beaucoup plus facile à contrôler, à faire évoluer. Et petite page de pub, pour ceux qui ne le savent pas, il y a prochainement une conférence à Rennes, mais dépêchez-vous, il y aura bientôt plus de place. Je vais faire les démos après les pubs. Vas-y, la pub est passée, tu peux faire la démo. Ok. Alors les démos, si ça marche. Donc là, j'ai un mode terminal, vous arrivez à lire, oui. On va le mettre en grand. Donc, si vous regardez mon laptop, en fait, il tourne VirtualBox. Où est VirtualBox? Le voilà. Vous voyez que j'ai essayé 3 fois Docker, et là, il y a une VM qui tourne qui s'appelle boot to Docker VM6. Okay. Donc, c'est là-dedans où mes containers vont s'exécuter. Donc, quand je fais Docker image, ça me donne la liste des images que j'ai downloadées localement dans cet environnement d'exécution. Vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai pour App Engine, j'en ai pour, je crois qu'il y a même Ubuntu. Donc on va essayer de voir, on va essayer de tourner Ubuntu et Hello Devox. Donc là, en fait, je vais démarrer un container Ubuntu pour faire echo Hello Devox. Paf, déjà fait. Donc c'est rapide. Le container n'existait pas avant que j'exécute la commande. Il a été créé par Docker. Il a exécuté la commande Hello. Donc, vous voyez bien que si je peux exécuter Hello, je peux exécuter tout. Java ou par exemple, une autre application qui est, on va regarder parce que j'ai dû faire un copier-coller. On va aller là. Hop. On va aller là. C'est pas là. Okay. Donc là, je vais dans un directory qui contient un Dockerfile et un MD-file qui représente des slides. Et en fait, je vais exécuter un container qui est un serveur Node qui va me rendre ces slides en HTML. Donc c'est un serveur de présentation que j'aurais pu utiliser pour faire la démo. Donc on va le lancer. J'ai créé une image qui s'appelait slideshow. Voilà. Donc là, il a démarré en démon. Donc quand je fais un docker ps, il me dit qu'il a démarré il y a 6 secondes et il mappe le port interne qui tourne dans le container qui est le Node.js server sur 8000. Il le mappe sur mon Mac local, enfin 000 à ce port-là. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là. Voilà, donc là j'ai un serveur Node qui me rend mes slides écrits en .mdfile. D'accord. Et le .mdfile est local à mon file system Mac, donc je peux l'éditer et relancer le serveur et j'aurai à nouveau ces slides qui vont apparaître. Je peux faire un docker stop de ce container, donc là il faut prendre le container ID, c'est un peu un kill -9 de votre commande. Donc là, vous voyez tout de suite l'intérêt. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de devoir installer des outils qui utilisent Ruby, où en général on galère un certain temps,
Eh ben, il suffit d'avoir le conteneur correspondant, vous le lancez, ça marche, c'est tout. Ou installer Node.js sur le Mac, c'est quand même assez compliqué. Après, quand vous faites du NPM, donc c'est global pour toute votre Mac. Et bon, si vous voulez essayer une Node.js, une version N-1, N+1, c'est compliqué parce que tout s'enchaîne et tout se mixe dans votre environnement de développement. Donc là, démarrer un container Node, ça prend quelques secondes, même moins de quelques secondes. Si vous démarrez un Java Process dans le container Node, en fait, le plus grand temps sera pris par le boot de la JVM, pas le boot du container. Donc je disais, au niveau registry, on va voir le côté registry de... je vais exécuter cette commande qu'on nous avons vue dans le mode test. Donc là, j'exécute run. Qu'est-ce que je fais? Il manque le quoi? Ah oui, il manque là, oui. Effectivement. Docker registry. Donc là encore, il démarre un process en background dans VirtualBox, Docker PS, qui est un registry local qui tourne dans VirtualBox dans l'environnement Docker. Et donc là, je peux faire, quand je fais Docker image, j'en ai fait une tout à l'heure qui s'appelait, je ne sais pas, MySQL, ou il y en a une autre qui va s'appeler PDF. Et donc, je peux faire un push. On va faire couper-coller quand même. Je vais pousser cette commande dans ce repository. Donc maintenant, on va passer au niveau plateforme Google, le projet, où il y a toutes mes instances App Engine, Compute Engine, et on va regarder Cloud Storage. Donc Cloud Storage, c'est un ensemble de buckets. Si vous utilisez S3 d'Amazon, vous comprenez comment ça marche. Il y en a un qui s'appelle VM Runtime Demo, et repository, ça va être la liste des repositories que j'ai poussés. Donc si je vais dans PDF, quelle heure il est là? Il est 8h40 en Californie, et donc là vous voyez que l'image a été poussée, enfin la dernière delta d'image a été poussée dans ce bucket de Cloud Storage. Donc là l'intérêt, c'est que votre image est déjà disponible dans le monde Cloud Platform et vous pouvez faire un pool dans un environnement Compute Engine. Dernière petite démo, on a encore un temps pour une petite démo ou pas? La petite démo, c'est quoi? Regardez. Oui. Donc là, on peut regarder un script qui s'appelle push fast. Qui est là. En fait, c'est du command line de G-Cloud, enfin des environnements de SDK de la plateforme cloud de Google. Qu'est-ce que va faire ce script? En fait, c'est un peu équivalent de boot to Docker, mais boot to Docker non pas pour configurer une VirtualBox sur votre Mac, mais c'est un boot to Docker pour configurer une instance de Compute Engine dans votre projet, la configurer pour tourner Docker, créer un tunnel SSH entre votre Mac et cette instance pour que toutes les commandes Docker que vous tournez localement sur votre Mac, en fait, au lieu de parler à VirtualBox, vont parler à Compute Engine. Donc, ce qui veut dire qu'avec cet environnement, vous n'avez pas besoin de... voilà. Vous n'avez pas besoin de... Oups, c'est pas là. On va la faire là. Donc j'ai fait un time parce qu'on va voir en combien de temps ça prend pour provisionner une image dans ce projet, donc VM Runtime Demo. On va aller sur Compute Engine. On va voir toutes mes images. Donc là, on va en avoir une qui va apparaître. Donc ça, tout ça, c'est toutes mes VM de mon projet. Et donc, on va avoir une nouvelle apparaître qui va permettre, voilà, elle est en train de booter là. Donc en fait, c'est une VM Compute Engine
qui exécute Docker, donc sur lequel vous pouvez faire pull, push, Docker run, etc., indépendamment de VirtualBox, entièrement configuré. Donc là, le script continue à s'exécuter, le démon SSH n'est pas encore au point, mais presque, et voilà. Et donc, au lieu d'écouter au port 42-43, par défaut de Docker, en fait, elle est en port 42-43 de mon Mac. Donc, en fait, quand je fais Docker version, en disant le host Docker, c'est le port 42-43, donc ça, c'est une commande locale sur mon Macintosh. Docker, c'est vraiment client-serveur, donc ça, c'est en fait, la partie client de Docker. Je vais exécuter cette commande, en fait, sur l'instance qui tourne dans le monde Compute Engine. Je peux même me connecter. Donc là, c'est pareil, si je fais un Docker PS, il n'y a rien qui tourne. Mais quand je fais ce Docker PS, en fait, il est dans la machine Docker Debian qui tourne dans le cloud quelque part, dans un data center de Google. Donc vous voyez, vous pouvez mixer entre votre environnement local de développement avec VirtualBox ou commencer à avoir des configurations plus orientées production ou test dans l'environnement cloud de Google. Avec exactement la même ligne de commande, les mêmes API. Et donc c'est le même container qui tourne localement ou de manière distribuée dans le cloud. Donc cette technologie, en fait, c'est celle qu'on va utiliser pour améliorer App Engine, et c'est pour ça que je pourrai en parler demain pendant une autre conférence. Donc, vas-y. Alors j'aurais bien aimé vous faire le même genre de démonstration sur CloudBees, puisqu'on travaille également sur Docker, sauf que c'est pas prêt. Voilà, nous non plus, c'est en cours de développement. Docker, c'est toujours en version 0.10, d'accord? Donc ils essayent d'arriver en 1.0 rapidement, mais c'est toujours en mode développement. Enfin bon, ce que je peux vous révéler quand même, c'est que si vous regardez un peu ce qu'il y a en dessous de CloudBees, il y a quelque chose que vous connaissez. Bon. Telles qu'elles sont MySQL? Non, j'ai un Docker. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Parce que là, on vous dit, voilà, Docker, c'est super bien, mais il reste encore des choses qu'on attend. Donc on va s'expérimenter au jeu de la boule de cristal. La première chose qu'on attend, c'est que assez rapidement, on va retrouver du Docker un peu partout. Donc évidemment, c'est les acteurs cloud qui sont les premiers concernés par ce genre de technologie, mais évidemment aussi sur vos infrastructures locales. Donc je pense que d'ailleurs votre présence ici n'y est pas pour rien. Il y a aussi toute la partie extensibilité de Docker. Il travaille énormément pour stabiliser le projet, le rendre aussi solide que possible, sans se fermer des portes vers d'autres solutions. Donc typiquement, le mécanisme de file system qu'ils utilisent, les mécanismes de virtualisation qu'ils utilisent, tout ça, ils se laissent les possibilités de pouvoir largement élargir le scope de Docker. Donc ça, c'est quand même vraiment très très intéressant. Il y a aussi tout l'outillage. On a mis une petite liste de tous les projets. L'outillage et l'écosystème. Voilà, tout l'écosystème. Voilà, Docker, c'est la brique rouge, c'est le socle, mais par contre, tout ce qui est autour reste encore à inventer. Donc par exemple, il y a Red Hat qui a sorti un projet très intéressant hier à San Francisco avec Docker et Red Hat. Donc vous pouvez regarder le project atomic.io, tout est sur GitHub. Voilà, et je pense que cette liste va rapidement grossir. Il y a aussi la partie exploitation, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on va déployer des images Docker en production, vos administrateurs de vos opérationnels, eux, ils ont N serveurs avec du Docker partout, il va falloir qu'ils lient tous ces containers entre eux, donc il va falloir qu'ils aient l'outillage de manipulation et de visualisation de tout ça. Alors moi, j'aimerais bien faire comme dans Minority Report, où je prends une image, je la mets sur un autre serveur, ça serait vachement chouette ça. Donc pour l'instant, l'un des projets qui se focalise là-dessus s'appelle Maestro NG, et je pense qu'il y en aura plein d'autres qui vont arriver pour adresser ces problèmes-là. Et puis, il y a aussi un sujet assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on va venir greffer Docker dans un monde où il existe déjà pas mal d'outils qui déjà ont tendance à se tirer la bourre. Tout le config management, donc tous les chefs, Puppet, Salt, Ansible et compagnie, qui finalement sont d'une certaine façon complémentaires, tout en étant redondants avec Docker. Et très sincèrement, je pense qu'il y a toute une ménagerie encore qui a inventé par rapport à ça. Parce que effectivement, Docker, c'est une façon de construire des images, mais en même temps, on exécute des commandes, c'est juste du bash, quoi, enfin du shell. Donc c'est vrai que ça peut être assez vite laborieux, donc on se dit, ça serait bien d'avoir un équivalent de chef Puppet ou je ne sais quoi là-dedans. Et puis il y a l'autre côté, c'est bon, ok, on construit une image MySQL, une image Java, une image Apache.
Moi, j'ai besoin de définir toute l'architecture de mon application au sens SI. Donc ça, c'est loin d'être trivial. Et il nous reste 2 petites minutes si vous avez des questions. Oui. Alors la question, c'est de savoir, quand on utilise Docker, qu'est-ce qui vient de l'hôte et qu'est-ce qui vient de l'image qu'on est en train de démarrer. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure, la première chose qu'on a dans un Dockerfile, c'est le from. C'est-à-dire qu'elle est effectivement l'image de base. Donc on peut faire du from Debian, from Ubuntu, from ce qu'on veut. Il y a même un from scratch, c'est-à-dire qu'on hérite tout simplement de l'environnement hôte. Je pense que dans les environnements de production, c'est assez vite ce qui va être utilisé. Et en fait, on hérite du noyau, essentiellement, du noyau du système hôte. Donc, la version exacte de l'environnement Linux que vous faites tourner, ce n'est pas strictement parlant la même chose que si vous aviez installé cet environnement Linux, puisque le noyau ne va pas matcher pile poil. Bon, si vous en êtes au point de faire des développements qui dépendent d'une version très précise du noyau, c'est que vous faites quand même des choses assez avancées. Donc normalement, c'est assez peu gênant. Donc en fait, avec le namespace, donc les mécanismes de namespace et ces groupes de Linux, en fait, vos process qui s'exécutent dans le container, en fait, s'exécutent dans le hôte, mais le hôte ne le voit pas. Enfin, c'est complètement caché et indépendant, c'est-à-dire qu'une exécution d'un container Docker ne voit pas du tout ce que fait l'autre. Si deux Docker containers modifient le même fichier, par exemple etc/password, en fait, Docker va utiliser un copy on write. Donc chaque container aura une copie, sa propre vue du fichier etc password. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une précision sur la démo tout à l'heure de Ludovic avec le fichier Markdown qui était rendu par le Docker Container. Oui. Le LS était fait sur le Mac. Du coup, si je modifie le fichier Markdown, est-ce qu'il va être transmis à la VirtualBox et transmis au container et rendu, ou est-ce que le fichier Markdown était inclus dans l'image? Donc il est inclus dans l'image. Donc une des étapes, donc oui, la question, oui, enfin il y avait le micro. Donc effectivement, le fichier, une des étapes dans le build, le Dockerfile est de add, donc de rajouter point, qui est le directory local de votre Mac, dans l'image. Donc ce add va rajouter, copier physiquement le point MD dans l'image. Voilà. C'est-à-dire que l'image est scotchée avec les slides. L'autre option, c'est de monter, comme je l'avais fait ici avec le -v, de dire j'ai un volume sur mon hôte et je veux qu'il soit monté à tel endroit dans mon conteneur. Donc vous avez tu crées un partage. Effectivement, c'est les deux approches. Soit tu dis je veux faire un conteneur qui contient tout et c'est ça que c'est figé ad vitam, soit je fais un conteneur avec mon environnement et j'ai cette petite partie variable sur laquelle je veux pouvoir travailler rapidement. Merci à tous. Merci.